C'est l'heure de retrouver l'histoire des Juifs de France, un rendez-vous où l'on apprend beaucoup de choses tous les matins sur la vie et de la communauté juive dans notre pays, de l'Antiquité à nos jours, déjà de nombreux épisodes, et c'est toujours en compagnie de Christophe Dard. Alors pour ce nouvel épisode, nous sommes à la période de Napoléon Ier, plus précisément à la fin de l'année 1806. Au cours des mois précédents, s'est réunie à Paris une assemblée de notables juifs qui a eu à répondre à plusieurs questions. On en a parlé sur les liens entre la communauté juive et la société française, sur le divorce, le fait de se sentir citoyen français, ou encore sur l'exercice de certains métiers. Mais Napoléon Ier estime que cette assemblée n'a pas une autorité suffisante pour que ses conclusions puissent être applicables. Il décide donc, alors que les notables juifs sont toujours au travail, de convoquer une nouvelle assemblée, c'est le Grand Sanhédrin. D'abord Christophe, avant de parler dans les détails de ce qui va se passer au sein de cette Cour suprême juive, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le Sanhédrin et dont Napoléon Ier va reprendre le principe ? Eh bien, le Sanhédrin, dérivé du mot grec sunédrion, qui veut dire assemblée siégeante ou congrès, était l'autorité suprême religieuse et une cour de justice qui siégeait normalement à Jérusalem, composée de 71 sages experts en loi juive. Le Sanhédrin interprétait et tranchait la loi des Israélites à partir de ses sources écrites et orales. Le Sanhédrin était aussi le tribunal suprême chargé de juger les apostats, mais aussi de la promulgation du calendrier, et également habilité à reconnaître officiellement un prophète qui puisse lui-même identifier le Messie et trancher en dernier recours les litiges non réglés. Vous voyez donc, il y en a l'importance du Sanhédrin, il y a différents rôles aussi également un politique, puisqu'il exerçait un contrôle légal sur le roi ainsi que sur le grand prêtre responsable des activités du temple et décidait des guerres. Son avis était également requis pour l'agrandissement de la ville sainte de Jérusalem. Alors bien sûr, vous l'avez compris, je parle au passé, car en 1807, cette année qui nous concerne aujourd'hui, eh bien le Sanhédrin a disparu depuis près de 1400 ans, plus précisément depuis l'année 425. Alors Napoléon Ier s'inspire du Sanhédrin pour réunir une assemblée dont il espère beaucoup en fait. La mise en place d'une organisation administrative des Juifs de l'Empire et du culte juif. L'empereur souhaite bien sûr avoir le contrôle sur les Juifs aussi, qu'il considère comme des étrangers toujours et pas comme des Français. Et l'idée de convoquer ce grand Sanhédrin lui a sans doute été suggérée par un certain Israël Jacobson, juif allemand très influent à l'époque et partisan justement d'une réforme du culte. Dans sa proclamation, Louis Mathieu Mollet, le commissaire impérial au Sanhédrin, déclare: la foule des commentateurs de votre loi en a sans doute altéré la pureté et la diversité de leurs opinions a dû jeter dans le doute la plupart de ceux qui les lisent. Il s'agit donc de rendre à l'universalité des Juifs l'important service de fixer leurs croyances sur les matières qui vous ont déjà été soumises. Alors le Grand Sanhédrin est composé de 71 membres au total, plus précisément de 45 rabbins et de 26 laïcs. Les Ashkénazes dominent, puisque 19 rabbins et 12 laïcs sont séfarades. Ils viennent de tout l'Empire, notamment d'Italie. Ils sont convoqués pour donner une sanction religieuse aux réponses de l'Assemblée des notables. Et c'est le rabbin de Strasbourg, dont on a déjà parlé, David Sitzheim, qui le préside, ce qui est logique, puisque c'est en Alsace que l'on trouve le plus de juifs à l'époque. Et Sitzheim, il faut le rappeler, avait joué un rôle important lors de l'Assemblée des notables quelques mois plus tôt. D'ailleurs, on retrouve au Grand Sanhédrin des visages désormais connus de notre chronique, puisqu'on retrouve ceux de l'Assemblée des notables, comme le banquier bordelais Abraham Furtado. C'est le 9 février 1807 à Paris, donc date importante, en plein hiver, que se déroule la première séance dans une salle sombre, humide, pas très agréable, la salle Saint-Jean, qui se trouve dans une ancienne chapelle désaffectée, toute près d'ailleurs de l'hôtel de ville. Et d'ailleurs, c'était là qu'avait lieu justement l'Assemblée des notables quelques mois plus tôt. Les membres sont vêtus d'un habit spécial, d'une longue robe noire avec une ceinture et un rabat. Mais la tenue de cette assemblée suscite la colère des ennemis de Napoléon Ier en Europe. Oui, ceux d'ailleurs avec qui finalement quelques mois plus tard, l'empereur signera des trêves et des traités de paix, puisque vous savez que progressivement, Napoléon Ier, il en a à s'étendre jusqu'aux frontières balkaniques et presque caucasiennes de l'Europe. Le tsar Alexandre Ier désigne ainsi l'empereur comme l'antéchrist et l'ennemi de Dieu. Le Saint-Synode de Moscou lui proclame: dans le but de détruire les bases des églises de la chrétienté, l'empereur des Français a invité dans sa capitale toutes les synagogues judaïques et il a le projet de fonder un nouveau Sanhédrin hébreu qui est le même tribunal qui osa jadis condamner à la croix le Seigneur Jésus. Et puis l'Angleterre, autre ennemi de la France, déclare: nous repoussons la politique de la doctrine et la doctrine d'une telle assemblée
Désapprobation aussi en Autriche ou encore en Prusse. La réunion du Grand Sanhédrin dure un mois, de février à mars 1807. Les réponses aux 12 questions de l'Assemblée des notables sont examinées dans le détail et donnent lieu à des débats, que ce soit notamment sur les mariages mixtes ou sur les conditions d'exercice du commerce, des échanges souvent houleux. Comme cela l'avait été justement dans l'Assemblée des notables. Alors le problème le plus délicat à régler, eh bien, c'est celui de l'usure. La Bible autorise le prêt à intérêt envers l'étranger, mais l'usure est à l'origine de plusieurs troubles qui ont entraîné des violences contre les Juifs. Et finalement, eh bien, le grand Sanhédrin décrète que le taux à intérêt est permis envers un étranger dans le cas de transactions financières faisant évidemment courir des risques pour les créanciers, mais il ordonne aussi à tous, comme précepte religieux, de ne faire aucune distinction à l'avenir en matière de prêt entre concitoyens et coreligionnaires. Le 9 mars 1807, le Grand Sanhédrin a terminé ses travaux. Ses 71 représentants rendent une série de décrets commençant par une reconnaissance de la soumission des Juifs aux volontés de l'empereur et de l'État. Oui, en juger parce que les Juifs de l'Assemblée déclarent « Béni soit à jamais le Seigneur Dieu d'Israël qui a placé sur le trône de France et du royaume d'Italie un prince selon son cœur. Dieu a vu l'abaissement des descendants de l'antique Jacob et il a choisi Napoléon le Grand pour être l'instrument de sa miséricorde. Le Seigneur juge les pensées, lui seul commande aux consciences et son oint chéri a permis que chacun adora le Seigneur selon sa croyance et sa foi. » Vous voyez donc qu'on ne peut être plus élogieux à l'égard de l'empereur. Alors cette assemblée, Christophe, ne réalise pas tous les souhaits de l'empereur, mais elle accomplit l'essentiel de ce qu'il veut. La décision du Grand Sanhédrin est imprimée et publiée dans le Moniteur universel, le journal officiel, à la date du 11 avril 1807. La réponse argumentée à chaque article est précédée d'un préambule. Le Grand Sanhédrin décrète, je cite, que tout Israélite né et élevé en France et dans le royaume d'Italie est traité par la loi des deux États comme citoyen, est obligé religieusement de les défendre, d'obéir aux lois et de se conformer dans toutes ses transactions aux dispositions du Code civil. Fin de citation. Ainsi, un an après la tenue du Grand Sanhédrin, 3 décrets sont adoptés. Le 17 mars 1808, les 2 premiers portent sur la réorganisation du culte. Les Juifs sont répartis en 10 circonscriptions territoriales, dotées chacune d'un consistoire composé de Juifs nommés par les préfets. Et ces consistoires qui doivent dresser la liste des Juifs étrangers, exhorter les Juifs à l'exercice des professions utiles, surveiller l'application du règlement du culte et faire connaître aux autorités le nombre de conscrits de la circonscription. Le consistoire central israélite de France, depuis Paris, qui est donc créé. Ce consistoire, à ce moment-là, va contrôler tout cela. Il est alors prévu 3 grands rabbins de France, des fonctionnaires nommés par un décret pris en Conseil d'État sur proposition du consistoire qui procède à leur élection. Et le premier grand rabbin de France n'est autre que David Sintheim. On le retrouve, le rabbin de Strasbourg, qui a présidé le Grand Sanhédrin. À ses côtés, on retrouve le rabbin de Mantoue en Italie, Abraham Vita de Colonia, qui a été vice-président du Grand Sanhédrin, et puis aussi Emmanuel Deutz, rabbin de Mayence. Ils sont donc respectivement 2e et 3e grands rabbins. Il faut dire qu'à la différence des pasteurs et des prêtres, eh bien, les rabbins ne sont pas rémunérés par l'État. Ils perçoivent une rémunération à partir uniquement des cotisations des fidèles. L'ouverture de nouvelles synagogues n'est possible qu'après autorisation gouvernementale. Vous voyez donc que tout cela est très encadré. Merci Christophe Dard. À noter qu'un autre décret pris en 1808 va donner pour 10 ans un statut particulier aux Juifs, ce qui entraîne une inégalité juridique. Ils doivent obtenir une autorisation pour travailler dans le prêt d'argent, sauf pour les Juifs de Bordeaux et de Paris qui en sont exemptés. C'est ce que l'on va appeler d'ailleurs le décret infâme, et c'est ce dont nous reparlerons bien sûr au prochain numéro de l'histoire des Juifs de France. Merci Christophe Dard, on vous retrouve donc très bientôt sur Radio J.